coup de tonnerre dans le royaume d'Angleterre en cette année 1533. À la suite de son mariage avec Anne Boleyn, qui sera sa deuxième épouse, le roi d'Angleterre, Henri VIII, fonde l'Église anglicane. Tandis que la réforme protestante gagnait les esprits, l'établissement d'une Église indépendante de Rome réjouissait certains et en agaçait d'autres qui reprochaient au roi une initiative qui n'allait pas assez loin et faisait trop peu pour rompre franchement avec le catholicisme et retrouver la pureté évangélique. Ces grincheux furent désignés par leurs détracteurs sous le nom péjoratif de puritains. Parmi ces puritains, les séparatistes souhaitaient même se dégager entièrement de l'Église anglicane et ils revendiquaient surtout l'entière autonomie de chacune de leurs paroisses. Ces premiers séparatistes seront stigmatisés et beaucoup durent quitter l'Angleterre pour rallier notamment l'Amérique. Le séparatisme est né outre-Manche et il fut donc d'abord religieux. L'humaniste et philologue bourguignon Claude Saumaise, de religion protestante, qui vécut très longtemps à Londres, se lamentera souvent des controverses et des innombrables sectes séparatistes qui agitaient l'Angleterre. Les uns, écrit-il, s'appelaient séparatistes, les autres non-conformistes, et les autres conformatistes, tous mots barbares et étranges que la nécessité arrache à ma plume. De religieux, le séparatisme devint politique. Les séparatistes prônaient la séparation d'une province de leur pays d'origine et leur indépendance. Aujourd'hui encore, ils restent puissants au Royaume-Uni, qui tend de plus en plus à devenir le Royaume des Unis. En France, sous l'Ancien Régime, surtout depuis le règne d'Henri IV, on ne connut aucun séparatisme qui ne s'implanta réellement, mais tout changea avec la Révolution française. Celle-ci forgea, dans ses constitutions successives, une république une et indivisible, comme on peut le lire notamment dans celle de 1792. Cette proclamation traduisait une crainte de l'émiettement et donc de la séparation dans un contexte politique compliqué. Je pense notamment à la Vendée qui, étant toujours profondément royaliste, avait alors des velléités d'indépendance. En fait, sous la Révolution, plus que le séparatisme, c'est le fédéralisme qui connaît alors de beaux jours. Traditionnellement, on associe le fédéralisme au mouvement des Girondins, même s'ils n'étaient pas en réalité des décentralisateurs. Seul parmi eux, le député marseillais Charles Barbaroux songea sérieusement à détacher le Sud du reste du pays. En 1793, l'unité nationale se fera autour de la citoyenneté et on ne percevait pas alors de séparatisme religieux. Robespierre dira même que c'est l'athéisme qui est séparatiste car aristocratique. Malgré les relations souvent conflictuelles entre l'Église et l'État, particulièrement sous la Troisième République, l'inquiétude autour d'un séparatisme faisant de l'ombre à la République ne reviendra que bien plus tard, et il ne s'agira plus du tout de religion, mais de politique. À la Libération, en 1945,
le mot séparatisme revient dans la bouche du général de Gaulle pour stigmatiser ses adversaires politiques. Et d'abord, les communistes qui rêvaient d'abolir les frontières en Europe et de faire l'Europe des peuples sous la férule du grand frère soviétique. Oui, à la libération, s'écrie le général de Gaulle en juillet 1947. J'avais, avec la résistance tout entière, jugé qu'il fallait offrir à ces séparatistes l'occasion de s'intégrer dans la communauté nationale. Il faut rappeler que les communistes s'engagèrent en masse dans la résistance. Puis, en octobre de la même année, le général cible à nouveau les communistes. Les séparatistes, exploitant les misères et attisant les colères afin que notre peuple en vienne à ce degré de désespoir où il leur serait possible d'établir leur dictature pour mettre la France au service de leurs maîtres étrangers, emploient toutes les ressources du mensonge, autrement dit de leur propagande, pour empêcher cette union civique et ce redressement de l'État qui les condamnerait tout au moins à l'impuissance. Quelques années plus tard, en 1964, les accusations changeront de destinataire et De Gaulle réutilisera le terme séparatisme pour désigner les militants indépendantistes dans certains de nos territoires, et notamment dans les Antilles, déclarant « Je vais crever l'abcès du séparatisme ou de ce qu'ils appellent l'autonomisme, parce que tous les comploteurs n'osent pas appeler les choses par leur nom. Ça suffit comme ça, ces velléités d'indépendance. » C'est dans ce sens du terme, à savoir le séparatisme politique, que l'on parlera tour à tour en France des séparatismes bretons, basques, corses. C'est aussi dans ce sens que l'on assiste aujourd'hui, un peu partout en Europe, à l'éclosion du séparatisme, comme en Catalogne, en Flandre, en Écosse, au Pays Basque, en Corse, au Québec. Par ailleurs, des minorités nationales tendent de plus en plus à se présenter au monde comme nations à part entière. L'apparition de ces minorités de plus en plus actives depuis 2 ou 3 décennies trahit la difficulté de l'Europe de faire concilier les frontières politiques avec les aires ethniques et linguistiques. Le fédéralisme appliqué à l'échelle des États peut-il être une voie intermédiaire de satisfaction des revendications autonomistes entre volonté centralisatrice et récrimination indépendantiste? L'exemple de la Belgique, qui s'est récemment transformée en État fédéral, ou l'Espagne, qui s'est fortement décentralisée ces 30 dernières années pour répondre aux diverses revendications d'autonomie basque, andalouse ou catalane, est intéressante à observer. Le fédéralisme peut-il permettre de juguler les excès de nationalisme et de protéger la démocratie quelquefois battue en brèche? Le développement de l'Europe des régions qui permettrait de lutter contre les disparités régionales, socio-économiques, tout en préservant les particularismes culturels, serait-il la solution? L'avenir nous le dira. Peut-être. Je vous remercie.